Une fille de meunier captive d'une tour, contrainte de changer la paille en or. Un mystérieux petit homme surgissant dans la nuit. Un pacte terrible, un nom qui sauve tout. Pourtant, le conte qui a bercé votre enfance n'effleure qu'à peine la réalité de ce qui se joue ici. La vérité, c'est que Rumpelstiltskin est bien plus qu'une simple fable folklorique allemande. Nous sommes face à un récit vieux de 4000 ans, que chaque civilisation a réécrit pour y chiffrer ses peurs les plus profondes. Tel un palimpseste, un parchemin ancien gratté et réécrit maintes fois, chaque époque y a superposé sa propre couche de sens, ses propres avertissements et ses tentatives désespérées de rationaliser le pouvoir et l'exploitation. En lisant entre les lignes, tout devient visible. Mais d'abord, revenons aux bases. Dans la version classique, un meunier se vante que sa fille peut filer la paille en or. Le roi, avide et impitoyable, l'enferme et exige l'impossible, produire de l'or, avant l'aube ou mourir. Désespérée, la jeune fille reçoit la visite d'un étrange petit homme qui propose de faire l'ouvrage pour un prix. D'abord, il réclame son collier. Elle réussit, mais l'avidité du roi ne fait que croître. La deuxième nuit, c'est sa bague qu'elle doit céder. La troisième nuit, n'ayant plus rien à offrir, le lutin exige son premier-né. Elle accepte. L'or est filé. Le roi, désormais riche à l'infini, tient parole et l'épouse. Mais à la naissance de l'enfant, la créature revient réclamer son dû. Face à ses supplications, il lui laisse une échappatoire. Si elle devine son nom en 3 jours, elle gardera l'enfant. Elle envoie des messagers aux 4 coins du royaume, et, le dernier soir, armée de la vérité, elle prononce ce nom. Rumpelstiltskin. Le sort est rompu. La créature en rage, se déchire elle-même et disparaît dans les entrailles de la terre. Voilà l'histoire que nous connaissons. Mais pour percer son secret millénaire, il faut creuser bien plus loin, jusqu'à l'âge du bronze. Remonter le temps de 4000 ans, vers la couche originelle de ce récit. Imaginez-vous dans une colonie située quelque part entre les fleuves Tigris et Euphrate. Les murs sont en briques crues, le toit en roseau, et une vieille femme raconte une histoire à la lueur du feu. Mais elle ne parle pas de rouets, ils ne seront inventés que 1000 ans plus tard. Elle parle de la forge. Dans les collines de l'ancienne Anatolia, les premiers forgerons œuvraient en secret, souvent la nuit, loin des regards soupçonneux de leur communauté. La forge rougeoyait comme un portail vers les enfers. La fumée s'élevait dans les ténèbres, puis le miracle opérait, des roches grises entraient dans le feu pour en ressortir changées en or. Être témoin de cela, c'était voir la magie à l'œuvre. Ces métallurgistes étaient à la fois craints et indispensables. Ils connaissaient les noms secrets des minerais, les mots cachés qui transformaient la pierre en trésor. Les villageois murmuraient que ces artisans avaient conclu des pactes avec des esprits souterrains, qu'ils parlaient aux démons à travers les flammes. Dans la mythologie nordique, née de ces mêmes peurs, les nains forgerons vivaient sous terre, créant des objets magiques, mais exigeant toujours un paiement terrible. Wayland the Smith, par exemple, fut emprisonné et mutilé par un roi convoitant son talent. Rumpelstiltskin n'est donc pas un simple lutin. Il incarne la mémoire vive de ces premiers ouvriers du métal, détenteurs d'un savoir dangereux. Changer la paille en or n'est pas une métaphore textile, c'est la terrifiante alchimie transformant la terre sans valeur en métal précieux. La fille du meunier représente la communauté, forcée de négocier avec des puissances qu'elle ne comprend pas. Quant à l'enfant, il incarne l'avenir, cette prochaine génération qui devra soit maîtriser cette technologie, soit en devenir l'esclave. Cette fondation datant de l'âge du bronze a établi le noyau dur du récit, une transformation impossible, un adjuvant mystérieux détenteur d'un savoir secret, un prix terrible à payer, et le besoin désespéré de contrôler des forces qui dépassent l'entendement humain. Alors que l'histoire voyageait le long des routes commerciales, de Babylone à l'Égypte, jusqu'aux royaumes hébreux, elle a rencontré des cultures obsédées par le pouvoir magique des noms. C'est ici que la deuxième couche fut écrite, métamorphosant un conte sur la métallurgie en quelque chose de bien plus surnaturel. Les anciens Égyptiens connaissaient cette vérité depuis longtemps. Une histoire gravée sur les murs des temples raconte comment la déesse Isis a pris le pouvoir absolu sur Ra, le dieu soleil lui-même. Elle façonna un serpent à partir de la salive de Ra mêlée à la poussière. Lorsque la bête le mordit, le venin brûla son corps divin comme de l'acide. Ra hurlait à l'agonie, mais Isis ne consentit à le guérir qu'à une seule condition, qu'il révèle son nom secret, ce nom véritable caché depuis l'aube des temps. Finalement, se tordant de douleur, Ra le lui chuchota. À cet instant précis, elle gagna le pouvoir sur le soleil. Pour eux,
Ce n'était pas de la mythologie, c'était une loi cosmique. Les noms n'étaient pas des étiquettes, c'étaient des chaînes. Nos mères, c'était contrôlé. Durant cette ère, Rumpelstiltskin passa du statut de forgeron à celui de démon. Les Babyloniens avaient leurs Utu, les Hébreux leurs Shadim, les Grecs leurs Damon. C'étaient des entités existant entre les mondes, pouvant être invoquées ou bannies par ceux qui connaissaient leur vrai nom. L'histoire devint celle d'une jeune femme concluant un pacte avec un tel être. Son salut ne venait plus de la maîtrise technologique, mais de la découverte du vrai nom du démon. Dans les communautés juives de cette période, les parents donnaient délibérément de faux noms à leurs enfants pour tromper l'ange de la mort. Ils appelaient les bébés en bonne santé, alter, vieux, ou nek, maladif, pour brouiller les pistes des esprits malveillants. L'histoire de Rumpelstiltskin renforçait ce savoir vital, ne donnez jamais votre vrai nom à un étranger, et cherchez toujours à découvrir celui de ceux qui veulent vous contrôler. Au Moyen Âge, l'histoire s'enracina dans le sol européen, absorbant les angoisses de la féodalité, où une vie pouvait être brisée par le caprice d'un seigneur. Le personnage du roi émerge dans cette couche, absent de la version de l'âge du bronze ou de la version démoniaque, car la monarchie absolue était alors le pouvoir terrestre ultime. L'esprit médiéval comprenait ce récit différemment. Le meunier, souvent un petit notable contrôlant l'approvisionnement en grains, représentait la classe marchande émergente, ambitieux, malhonnête, prêt à tout sacrifier pour s'élever. Son mensonge sur les talents de sa fille n'était pas magique, c'était de la politique de cour mortelle. Un mot de travers à un seigneur pouvait signifier la mort. Mais la couche médiévale ajouta autre chose, une sous-entente prédatrice. En 1577, Johann Fischart documenta un jeu d'enfant appelé Rumpelstilt, où un enfant imitait une silhouette tordue et boiteuse faisant irruption dans les maisons pour exiger un paiement. Les adultes rugissaient de rire devant les doubles sens que les enfants ne saisissaient pas. Le nom lui-même était une plaisanterie grivoise sur l'anatomie masculine, évoquant des choses ridées, petites et ridicules. L'esprit médiéval voyait dans Rumpelstiltskin ce que leurs ancêtres de l'âge du bronze n'auraient pu imaginer, la menace d'une intimité forcée au sein du mariage. Le lutin rend 3 visites nocturnes à une jeune femme enfermée seule dans une chambre. Il accomplit son miracle puis exige un paiement croissant. En allemand médiéval, faire de l'or était un euphémisme connu pour la conception. L'histoire devint un avertissement aux jeunes femmes sur la nature transactionnelle du mariage, où leur corps et leurs enfants servaient de monnaie d'échange dans les négociations masculines. Puis vinrent les machines, et tout changea à nouveau. L'histoire qui avait survécu aux forges de l'âge du bronze et aux châteaux médiévaux allait subir sa transformation la plus radicale alors que la révolution industrielle réécrivait le sens du travail, du genre et de la valeur humaine. Promenez-vous dans n'importe quel village allemand en 1750, et vous entendriez le ronronnement rythmé des rouets dans chaque chaumière. Les femmes filaient en chantant, en commérant, en surveillant leurs enfants. Le fil créé habillait la famille, le surplus était vendu au marché. Une fileuse qualifiée était une épouse précieuse. Son rouet était son indépendance, son art, son identité. Le mot spinster désignait une femme de substance, capable de s'assumer. Mais dès 1850, ces rouets s'étaient tus. Les filatures de coton de Manchester et les usines textiles de la Ruhr Valley avaient mécanisé ce qui était autrefois le travail des femmes. Les champs furent remplacés par le rugissement assourdissant des métiers à tisser. Les femmes qui contrôlaient jadis leur production restaient désormais debout 14 heures par jour à côté de machines qu'elles ne possédaient pas, créant la richesse des patrons d'usines pendant que leurs propres enfants avaient faim. Dans cette couche industrielle, Rumpelstiltskin devient l'usine elle-même, une force codée masculine capable de produire des quantités impossibles de la paille en or, mais exigeant tout en retour. La tâche impossible n'est plus magique, ce sont les quotas de production écrasants du capitalisme industriel. Le premier-né représente la dette générationnelle, cette pauvreté industrielle qui piégeait les familles. Le conte de fées était devenu un miroir sombre de l'atelier d'usine. Les frères Grimm, écrivant à cette époque, l'avaient parfaitement compris. Lorsqu'ils ont collecté leurs comptes entre 1812 et 1857, ils voyaient leur monde se transformer. C'est pourquoi ils ont changé la fin. Imaginez Wilhelm et Jacob Grimm dans leur bureau à Kassel, en Allemagne, en 1857. La pièce sent le tabac à pipe et le vieux papier. Dehors, les États allemands se consolidaient. Le nationalisme monte comme une fièvre, et chaque histoire doit servir la morale. Dans les versions orales originales, lorsque le nom de Rumpelstiltskin était révélé, il admettait simplement sa défaite et s'envolait par la fenêtre sur une louche de cuisine.
Une fin un peu ridicule, comique même, typique d'un conte de farceur. Mais cela ne convenait pas à la nouvelle Allemagne qu'ils aidaient à bâtir. Wilhelm trempe sa plume et rature la sortie comique du lutin. Trop doux, trop indulgent. Les enfants doivent apprendre que le mal est détruit. Absolument. Jacob hoche la tête alors que son frère écrit la nouvelle fin. Le lutin, saisi de rage, enfonce sa jambe si profondément dans la terre qu'il se déchire le corps en deux. Sang et viscères, annihilation totale. Ce n'était pas une évolution organique, c'était une violence éditoriale calculée, ajoutant une 5e couche à notre conte millénaire. Les Grimm avaient besoin d'une clarté morale absolue. Le mal ne doit pas seulement perdre. Il doit être oblitéré. Mais remarquez ce qu'ils n'ont pas changé. Le roi, dont l'avidité a créé toute cette situation, vit toujours heureux jusqu'à la fin des temps. Le système patriarcal qui a mis la fille en danger reste intact. Seul l'étranger surnaturel est détruit. L'histoire était désormais figée dans sa forme la plus célèbre. Mais son évolution n'était pas terminée. Alors que le monde dépassait l'ère des royaumes, son prochain champ de bataille devint l'esprit humain. Le XXe siècle ajouta la couche finale que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque les psychologues commencèrent à voir les contes de fées comme des cartes de la psyché humaine, Carl Jung et ses disciples reconnurent en Rumpelstiltskin ce qu'ils appelaient l'archétype de l'ombre. Les aspects sombres et inavoués du soi ou de la société. Dans cette lecture, chaque personnage représente une part de notre propre psyché. Le meunier incarne notre ambition sociale. Le roi, les injonctions impossibles de notre surmoi. La fille, c'est notre ego vulnérable, pris en étau entre des forces qui le dépassent. Et Rumpelstiltskin, il est l'ombre, tout ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes, notre avidité, nos désirs inavouables, notre rage face à l'impuissance. L'histoire devient alors une quête d'intégration. La fille doit affronter cette figure de l'ombre, apprendre son nom, c'est-à-dire comprendre sa vraie nature, pour récupérer son pouvoir. L'enfant représente la vie nouvelle, la créativité, ce futur soi qui ne peut émerger qu'après avoir fait face à nos démons et les avoir nommés. La thérapie moderne ne fait que confirmer ce que le conte savait déjà. Une menace sans nom détient un pouvoir absolu sur nous. L'abuseur dont les actes ne sont jamais reconnus. L'addiction que personne ne veut nommer. Le traumatisme familial dont tout le monde nie l'existence. Ce sont nos propres Rumpelstiltskins, tissant dans les chambres noires de notre psyché, exigeant des paiements toujours plus lourds. C'est là que réside le véritable génie de ce récit. Toutes ces couches de lecture sont simultanément vraies. L'histoire fonctionne parce que chaque interprétation s'ajoute aux précédentes sans les effacer. En la lisant aujourd'hui, vous ne lisez pas simplement un conte de fées allemand. Vous parcourez 4000 ans d'humanité tentant de comprendre le pouvoir, l'exploitation et la libération. Vous contemplez la métallurgie de l'âge du bronze et la magie des noms égyptiennes, les dynamiques de genre médiéval et le capitalisme industriel, la morale nationaliste et l'introspection psychologique. Pourtant, le message central est resté constant à travers toutes ces métamorphoses. Il existe une force capable de transformation miraculeuse, mais qui exige un prix terrible. Cette force est à la fois nécessaire et dangereuse. Elle opère dans l'ombre, dans les marges, dans ces pièces verrouillées où l'on envoie les jeunes femmes accomplir l'impossible. Et la seule façon de la vaincre est de la nommer, de l'identifier avec précision, de dire cette vérité à voix haute pour voir son pouvoir s'effondrer. C'est pour cela que Rumpelstiltskin perdure. Non pas parce que c'est une histoire pittoresque sur un drôle de petit homme au nom ridicule, mais parce que c'est un manuel de survie mis à jour depuis 4 millénaires. Chaque génération a reconnu le modèle et y a ajouté ses propres avertissements. L'âge du bronze nous mettait en garde contre les savoirs dangereux. Le monde antique contre les pactes surnaturels. L'époque médiévale contre le consentement forcé. L'ère industrielle contre l'exploitation capitaliste. Les frères Grimm contre l'absolutisme moral. L'ère moderne, elle, nous avertit contre nos ombres psychologiques. Mais la solution, elle, n'a jamais changé. Nommez ce qui vous oppresse. Identifiez-le précisément. Prononcez son vrai nom à voix haute. Car un pouvoir sans nom est un pouvoir infini. Mais dès que vous pouvez articuler exactement ce qui vous contrôle, qu'il s'agisse d'un système abusif, d'un traumatisme psychologique ou d'une attente impossible, vous brisez son emprise. La fille du meunier commence l'histoire sans aucune autonomie, échangée entre les hommes comme une simple propriété, elle la termine en reine ayant vaincu une menace surnaturelle par sa propre intelligence. Elle ne se sauve ni par la violence, ni par la magie, ni grâce à l'intervention d'un prince,
mais par le savoir et le langage. 4000 ans, d'innombrables cultures. Un seul message encodé, encore et encore, apprenez le vrai nom de ce qui vous contrôle. Prononcez-le à voix haute. Et regardez son pouvoir se disloquer. Au-delà du folklore et des époques, l'histoire de Rumpelstiltskin nous tend un miroir universel. La leçon la plus précieuse qu'elle nous offre réside dans le pouvoir absolu de la vérité et de la nomination. Ce qui reste dans l'ombre, ce qui n'est pas identifié, détient une autorité infinie sur nos existences. Une peur ignorée, un traumatisme enfoui ou une dynamique toxique grandissent en silence, tel le lutin dans sa tour, exigeant toujours plus de notre énergie vitale sans jamais être rassasiés. Le conte nous enseigne que nous ne pouvons pas négocier indéfiniment avec nos démons intérieurs, ni acheter notre tranquillité par des sacrifices partiels. Pour briser le sort, il ne faut ni force brute ni magie, mais une lucidité radicale. La véritable libération commence à l'instant précis où l'on ose définir clairement ce qui nous oppresse. Mettre des mots exacts sur une souffrance, une injustice ou une dépendance, c'est déjà lui retirer son caractère divin et intouchable. C'est ramener le monstre à une taille humaine, donc gérable. Enfin, retenons que la protagoniste ne doit son salut à personne d'autre qu'elle-même. Elle ne triomphe pas grâce à un prince ou à une arme, mais par la connaissance et l'intelligence. Nous avons tous, quelque part, un Rumpelstiltskin qui attend son dû. Affronter cette part d'ombre, oser la regarder en face et prononcer son nom à voix haute est l'acte ultime de courage qui nous permet de redevenir souverains de notre propre royaume. Si cette exploration des mythes et de la psyché humaine a résonné en vous, je vous invite à soutenir ce travail par un simple geste. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider cette vidéo à être découverte et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. L'espace commentaire est le vôtre, n'hésitez pas à y proposer le prochain conte, la prochaine légende ou le sujet historique que vous souhaiteriez voir décrypté en profondeur.